Vous avez la pointe? Je sais pas, moi c'est que des gros longueurs, 5, 10, 15 mètres. C'est pour aller d'où à où? De la table à... Ça va? C'est vrai, mal dormi. Ah, ça, non. Moi, il y en a qui ont pensé à la couleur. Voilà. La malédiction se poursuit. Donc voilà, c'est parti pour une journée marathon, un hommage à ce grand cinéaste que nous aimons tous, disparu voici 6 ans, et très exactement il y a 10 jours, puisqu'il a disparu le 13 mars 1996. Votre serviteur et animateur aujourd'hui se nomme Serge Trinquetaille, et je suis l'instigateur de cet hommage au nom de l'association Les Films du Delta. Et surtout, comme la plupart d'entre vous, je suis un fan de Kieślowski et donc très heureux de partager ces instants d'émotion et de réflexion, sans doute, avec vous tout au long de la journée. L'Institut polonais parraine cette manifestation. Pourquoi? Quelques petits mots sur l'Institut? Mais tout simplement parce que je voudrais remercier justement le film de Delta d'avoir cette belle idée d'organiser cette manifestation et de dire que c'est un honneur et une vraie joie de pouvoir participer dans ces manifestations, tout simplement parce que c'est un des plus grands cinéastes polonais. On veut être partout où on parle du cinéma polonais, bien sûr. Et donc, comme aurait dit certainement Krzysztof, dziękuję bardzo en polonais. Merci beaucoup pour lui et pour nous. Merci, dziękuję bardzo. Nous avons choisi de projeter ces 4 derniers films. Et tout d'abord, la célèbre trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Et puis, le meilleur pour la fin, le film culte The Double Life of Véronique, la double vie de Véronique. Donc, sans plus tarder, place au premier film de la journée, le plus émouvant sans doute, 3 couleurs bleues, ou La liberté, vue par le maître cinéaste Krzysztof Kieślowski. Tout de suite après la projection, premier débat intitulé L'unicité et l'unité de son œuvre. On attaque fort ce matin. Projection, s'il vous plaît, ou projectia, comme aurait pu le dire Kieślowski. Et bonne journée. Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sur un violon? Les altos. Et maintenant? Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. Si on retire les trompettes. Non, on en garde une. Piano sul testo. On reprend là.
Eh bien, on va essayer de rester à la continuité de cette émotion. Bon, allez, comme à la maison, hein, comme dans un film de Kieślowski. Vous avez remarqué que l'ambiance est toujours très très domestique. On se sent chez soi. Hein, c'est vraiment l'impression générale que je garde après chacun de ces films depuis les tout débuts. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez me monter les mains des gens qui ont pleuré pendant ce film? Voilà, ça c'est l'alchimie. C'est tout. Moi, j'ai vu ce film, je ne sais pas, 20 fois. J'ai vu plusieurs versions de ce film. Et aujourd'hui, à côté de Jacques Vittard, nous avons pleuré comme les bébés. Et voilà, ça c'est l'alchimie. Et après, ça n'existe rien. Moi, je pense, nous sommes tous, vous avez votre profession, vous faites votre profession très bien. Et ça, c'est bien si nous avons dans notre vie quelqu'un qui nous donne une direction correcte. Et ça, c'est lui, c'est tout. C'est tout. Je suis un petit point de sable. Et je suis content parce que ça, c'est mon proportion correcte. Et c'est génial. Génial. Et merci, Christophe. Merci vous tous, parce que grâce à vous aussi, ce film existe. Ce film, il provoque des émotions. Et c'est génial. Et merci. Moi, j'ai travaillé surtout sur le Décalogue, qui est quand même les 10 films qui sont sortis sur la télé polonaise, que par exemple Claudia a vu en Pologne quand elle était plus jeune, qui passaient tous les dimanches et qui étaient plus courts et ont suivi La double vie de Véronique et 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Et moi, quand je vois bleu, je ne peux pas m'empêcher de penser justement, quand on parle d'unité, à tous les films de Kieślowski, parce que Piotr a travaillé sur beaucoup d'entre eux, et c'est vrai qu'il y a cette unité, c'est tous les films de Kieślowski. C'est vraiment cette... on parlait hier avec des techniciens qui ont travaillé avec lui et des comédiens, et tout le monde dit la même chose. Finalement, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, parce que le cinéma, c'est surtout beaucoup de travail. Il ne faut pas croire que Kieślowski se prenait pour un génie, loin de là. Il était très humble, mais c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Piotr est très modeste, mais enfin, il devait beaucoup travailler aussi pour fournir une photo, comme vous l'avez vu sur Bleu, qui est splendide. Et tout ça a concouru à avoir une énorme unité sur les films. Si vous connaissez un petit peu son œuvre, si vous remontez jusqu'en 1975 avec ses premières fictions qui sont Le Personnel, où on suit un jeune costumier à l'opéra, jusqu'au Décalogue, jusqu'en passant par L'Amateur, Le Hasard, justement, comme en 81, je crois. Et puis La double vie de Véronique, Bleu, blanc, rouge. Vous vous rendez compte que tous ces films sont un petit peu un même grand film, et qu'il y a une espèce de parenté entre tous ces héros qui se croisent, qui vont se croiser, s'aider, se fuir, s'aimer, se détester, s'aider sans le savoir, qui vont se répondre, qui vont mourir, qui vont vivre. Et il y a quelque chose comme ça. Cette unité, elle est là, elle est dans sa simplicité. C'était quelqu'un de très en prise avec le réel. Il s'est beaucoup confronté au réel d'une manière très simple et très juste. Je crois que Bleu est un exemple magnifique. Juliette Binoche, en fait, avait une amie à qui cette histoire est arrivée, qui avait perdu son mari et sa fille. Et c'est vrai que Kieślowski n'hésitait pas en plus à beaucoup travailler avec les comédiens et avec ses techniciens, et ça c'est très généreux,
Et c'est ce que je voudrais après demander un peu plus à Piotr, parce que William Flageolet et Jacques Vita, on en parlait aussi un petit peu dans les coulisses. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup par complémentarité. C'est un grand auteur et pourtant il n'était pas égocentrique ou replié sur lui-même. Il n'hésitait pas, je trouvais ça très joli, la femme de William Flageolet me disait que c'était un chef d'orchestre et qui aidait les gens et finalement pour mieux les sublimer. Et c'est vrai que c'est un peu ça, il aidait les autres, il voulait vraiment travailler avec tout le monde, il savait très bien où il allait quelque part, même s'il était rempli de doutes et de questionnements, c'était vraiment un philosophe. Mais il n'hésitait pas à demander à Juliette Binoche, à Irène Jacob, que vous aurez la chance de voir plus tard, à Philippe Voltaire et à tous les comédiens avec qui il a travaillé, de donner des idées. Et finalement, il n'hésitait pas à piocher un peu partout ce qu'il y avait de bon à prendre. Et il était très franc aussi, apparemment, et n'hésitait pas à avancer très vite et à dire vraiment ce qui allait pas. Et ça, c'est une grande générosité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de vraiment apparemment très très simple. C'est ce qui ressort de tous les gens qui l'ont connu et qui l'ont beaucoup aimé. Et je crois que c'est pour ça qu'il émeut autant les gens. C'est que son rêve, c'était apparemment d'atteindre l'universel. Et je crois qu'il a réussi. Et il dit que c'est très difficile d'atteindre la simplicité, mais je crois qu'il a vraiment réussi. Et c'est vraiment ce qu'aiment les gens par-dessus tout chez lui. Et je crois qu'il nous émeut tous. C'est qu'il est très modeste et puis très juste. Et finalement... pas besoin d'en rajouter beaucoup quand on est tous un peu émus, parce que quand on sort d'un film comme ça, et vous verrez ceux d'après, c'est difficile de... Il n'y a pas grand-chose à rajouter finalement. En 2 mots, pourquoi les éditions des Cahiers du cinéma ont accepté d'être partenaires de cette édition, alors que la réputation des Cahiers est plutôt d'être pas très kieślowskien? Disons que je suis sans doute certainement un des plus kieślowskiens des Cahiers, tant mieux. Je suis très content de cette manifestation. Le hasard ou la providence fait que ça tombe en même temps que la sortie de ce livre. Je crois que c'était tout à fait normal qu'on soit partenaire et ami de cette belle manifestation. Et puis surtout, je voudrais simplement dire, pas du tout pour faire la publicité ni quoi que ce soit pour le livre, mais peut-être expliquer pourquoi on a choisi de publier, alors qu'on a quand même énormément de rédacteurs au Cahier du cinéma, de possibles, anciens, actuels, futurs pas encore, mais c'est simplement parce que quand on m'a donné à lire la version anglaise, j'ai trouvé que c'était un livre idéal pour changer en même temps aussi peut-être un tout petit peu une image de marque qu'on reproche souvent au Cahier, c'est-à-dire une revue ésotérique, difficile, pas très compréhensible. Là, on avait la possibilité de publier un livre d'une très grande clarté, en même temps très intelligent, et en plus, et je crois surtout accessible à tous les lecteurs, même non initiés. Alors, moteur, caméra, tournée, valises et pigeons, vous comprendrez en voyant le début. À tout de suite. Répétez. Que je mangeasse. Que je mangeasse. Que tu mangeasses. Que tu mangeasses. Qu'il mangeât. Que nous mangeassions. Que vous mangeassiez. Qu'il mangeasse. Tu tombes bien, écoute ça. Dominique, je t'aime. Tu manges, t'as régorgine? Nareszcie w domu. Weź go, przyduś. Nareszcie, skurwysyn. Nie, po prostu potrzebuję pieniędzy. Voilà, juste une question avant d'aborder le débat. Comment appréciez-vous le fait que les Cahiers du cinéma aient été si peu sensibles au cinéma de Kieślowski? Comment vous analysez ça? Merci.
Écoutez, ça, je n'ai pas véritablement d'explication très très précise. J'ai simplement constaté qu'effectivement, au départ, un certain nombre d'entre nous ont été quand même frappés par l'œuvre de Kieślowski au moment où on l'a vraiment découvert, c'est-à-dire en fait au moment du décalogue. Disons qu'il y a eu certainement des sensibilités qui ont été, disons, moins sensibles à Kieślowski, qui ont trouvé peut-être, je crois qu'un des reproches peut-être qui était sous-jacent un petit peu à cette attitude, c'était d'un cinéma beaucoup trop concerté. Le sentiment qui est peut-être effectivement une sorte de sentiment, on pourrait dire, lié à l'esprit Nouvelle Vague. L'esprit Nouvelle Vague, c'est quand même non pas l'improvisation, mais l'idée que lors d'un tournage, rien ne doit être totalement déterminé, et que c'est véritablement au moment du tournage, de la prise de vue, que les choses prennent forme et peuvent se transformer complètement. Alors que le cinéaste Kieślowski donne, c'est vrai, on l'a dit d'ailleurs ce matin, je crois que une des personnes dans le public qui est intervenue l'a dit très, très clairement, et puis les autres intervenants en ont parlé aussi. Le cinéaste Kieślowski, lorsqu'un film arrive sur l'écran, lorsqu'il est terminé, donne le sentiment de quelque chose qui n'aurait pas pu bouger d'un poil, qui est absolument parfait, comme si tout avait été conçu au départ de façon à aboutir à ce résultat. Ce qui est assez curieux en même temps, je dirais qu'on pourrait dans ce cas-là faire rigoureusement le même reproche par exemple à un cinéaste comme Alfred Hitchcock, alors que Alfred Hitchcock a été l'un des chevaux de bataille de ce qui aura été la future Nouvelle Vague. Alors bon, il y a beaucoup de complexité, d'ambiguïté, je peux en aucune manière expliquer les arguments ou les raisons de ceux qui ont été un peu moins sensibles à Kieślowski. De même que pour le décalogue, Christophe avait choisi un opérateur différent pour chaque épisode du décalogue. Il a voulu, à mon avis, pour Trois couleurs, prendre 3 chefs opérateurs dont la sensibilité était extrêmement différente. Et une sensibilité plus douce, plus sentimentale, une photo d'amour pour Bleu, une photo plus anecdotique pour Blanc, et une photo carrément dure correspondant au personnage enfermé comme ça de Trintignant, personnage de misogynie. Donc voilà, donc il a pris 3 opérateurs avec, à mon avis, des façons d'éclairer et une personnalité dans la lumière très différente. Et je pense que ça a été aussi un petit peu le cas pour Bleu, Blanc, Rouge. C'est-à-dire que finalement, le film Blanc est un petit peu différent, à mon avis, de Bleu et de Rouge, parce qu'il est plus anecdotique, d'une part. Je veux dire, il a plus une histoire avec un début et une fin, plus que les 2 autres. C'est un film qui correspond plus à ce que Christophe avait fait en Pologne, je crois, c'est mon avis. Et donc, il a souhaité avoir un monteur polonais. Et Ursula, donc l'assistante que nous avions sur la doublure de Véronique, a monté Blanc. L'autre raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que Blanc correspond à égalité, liberté, égalité, fraternité. Donc, égalité, c'est-à-dire qu'il y a 2 pays, il y a 2 langues, et il y a ce partage. Et voilà, c'était plusieurs raisons qui ont fait que de toute façon, je ne pense pas que j'aurais pu monter les 3 films. C'était un trop gros boulot, puisque les 3 tournages ont été enchaînés les uns après les autres. Bleu a été tourné en France dans la continuité, avec une semaine d'arrêt. Ensuite, nous avons enchaîné en Pologne pour Blanc, le tournage, en hiver. Et ensuite, encore une semaine d'arrêt, et nous avons effectué le tournage de Rouge à Genève, en Suisse. Voilà, les 3 tournages ont été consécutifs et les 3 montages se sont enchaînés aussi avec des opérations de finition, je veux dire, que ce soit la musique, que ce soit les post-synchro, le bruitage, le mixage, avec des opérations qui se chevauchaient, puisqu'il fallait impérativement que nous ayons fini Bleu pour le Festival de Venise, qui est en septembre, Blanc pour le Festival de Berlin, qui était en janvier, et Rouge pour le Festival de Cannes, qui était début mai. Alors, moi, j'arrive toujours après Jacques, puisque c'est la fin des travaux. Et la première rencontre, c'était sur la double vie de Véronique, et Christophe avait voulu faire rencontrer plusieurs mixeurs.
Et il n'avait pas d'expérience de mixage de film en stéréo. Donc il a commencé évidemment par poser la question, je n'ai pas d'expérience en stéréo, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, disons que après il m'a dit, comment vous voyez le mixage? Et là, je sais ce que j'ai répondu, je ne sais pas ce qu'ont répondu mes autres camarades de jeu. Moi, je n'ai plus que lui répondre technique. En parlant de technique, je lui ai dit, je ne peux mixer que par rapport à ce que vous désirez. Et puis, sachant que, par ailleurs, j'étais mixeur musique plutôt que mixeur de film, et que l'une des clés de l'univers sonore de Kieślowski, c'est Zbigniew Pressner. Donc on pourra en parler, mais la vérité de la bande sonore, enfin le grand interlocuteur avant le tournage de tout le cinéma de Kieślowski, c'est avec Zbigniew. Non seulement pour la musique, mais aussi pour le son. Donc peut-être que parce que j'avais des antériorités de musique et de cinéma, c'est peut-être pour ça que la rencontre s'est faite à partir de le lit de Véronique. Dans une certaine mesure, la première scène résume le film. Le héros effraie les pigeons, le pigeon s'envole et lui est là, souriant avec tendresse et jusqu'à ce que le pigeon lui chie sur l'épaule. Alors, évidemment, il se sent pour ainsi dire maltraité par le sort. Il a observé ce pigeon avec tant de plaisir qu'il se sent humilié. Le sujet du film, c'est l'humiliation. Les hommes ne veulent pas être égaux. C'est aussi l'égalité. Le héros n'est pas l'égal des autres. Dès la première scène, il s'extasie devant quelque chose qui s'élève, qui ondule en un mouvement splendide, et cet objet d'extase lui fait du mal. Il est immédiatement humilié, non seulement parce que un pigeon a chié sur son épaule, mais parce que sa naïveté face à la nature l'a trahi. Le pigeon, c'est la nature, même si ça se passe en ville. Pour cette scène du palais de justice, je crois que c'est essentiellement un problème de cadre et d'image et de figuration. Il avait tourné la scène dans un seul plan, pratiquement, la scène jusqu'à ce que le pigeon... Et ça fonctionnait pas très bien, donc il a retourné des éléments pour raconter différemment cette scène, en fait. Mais c'est uniquement parce qu'il n'était pas satisfait de la façon dont il avait... Il n'était pas satisfait du résultat, tout simplement. Non, il y a un exemple extrêmement frappant qui montre la grande connaissance de l'outil, la maîtrise, l'appréhension de l'outil de Christophe, je veux dire l'outil cinéma, la façon dont il était capable d'aller chercher les ressources du montage d'une façon, moi, qui m'ont littéralement soufflé, je veux dire, parce que on a quand même un petit peu de bouteille et on a vu passer quelques films, mais là, vraiment, il y a eu des moments où il est allé chercher des solutions auxquelles, moi, je ne croyais pas du tout, je ne pensais pas une seconde qu'on puisse y arriver. Et il y a dans Rouge une scène dont Christophe n'était pas satisfait, une scène qui se passe dans le théâtre quand Trintignant est en haut dans les gradins du haut du théâtre et lance son journal et raconte à Irène Jacob, raconte que quand il était étudiant, c'est là qu'il a fait tomber son livre et qu'il y avait la fameuse phrase, la question qui a été posée à son concours. Et ensuite, il revenait de cette fosse d'orchestre, qui était en fait la fosse d'orchestre, il revenait s'asseoir dans un élément du décor et il y avait tout un parcours qui était filmé, au dire de Christophe, filmé de façon conventionnelle. C'est-à-dire qu'il trouvait que c'était un petit peu bateau, ce déplacement, que c'était maladroit, et ce déplacement se faisait avec un texte, il y avait du texte. Et Christophe, un jour, est arrivé en me disant, moi, vraiment, cette scène, je ne l'aime pas. Il faudrait qu'on étudie, qu'on regarde s'il y a une possibilité de monter cette scène avec les personnages assis, et on aurait toujours un personnage de dos et un personnage qui écoute. Et le texte serait là, mais on n'aurait jamais
les gens qui parlent. On aurait toujours des gens qui écoutent. Et ça pendant au moins 2 minutes, je veux dire. Et moi, je n'y croyais pas une seconde. Je ne pensais pas qu'on puisse faire ça, que ça allait être artificiel, que ça allait être fabriqué et tout. Et que les réactions des gens qui écoutent ne correspondant pas à ce dialogue-là sonneraient faux. Et en fait, c'est ce qui existe dans la version définitive. On a monté cette scène et je défie quiconque de dire cette scène n'a pas été écrite et tournée comme ça. Donc c'est miraculeux, je veux dire, il y a des miracles comme ça du montage, et c'est un exemple de transformation, mais transformation non pas de retournage, mais de recherche entre guillemets laboratoire, au montage. Et en fait, c'est vraiment un des extrêmement rares metteurs en scène qui, au niveau du scénario, déjà a une attitude vis-à-vis du son, un désir, donc où on peut dire que le son est scénarisé. D'habitude, dans un scénario, il y a des paroles et des descriptions de décors. Là, il y a des volontés sonores et des volontés très précises. Donc, la plupart du temps, et c'est dans la double vie de Véronique que vous verrez ou reverrez ce soir, qui a l'exemple le plus peut-être difficile des 4 films, qui est la séquence où elle écoute la cassette au casque, qui est une séquence où, comme disait Jacques tout à l'heure en parlant des personnages, où on est assis et on écoute, et très souvent on voit des gens qui écoutent quelque chose. Donc on n'entend pas parler, ou on entend des sons qui ne sont pas ce qu'on voit. Dans Bleu ce matin, il y a la fameuse séquence où elle est dans sa chambre, il y a les types qui se bagarrent dans la nuit, il y a les gens montent on suit toute une action dans l'escalier du type qui monte et qui frappe aux portes, et la caméra, le regard de la caméra est sur l'héroïne qui ne bouge pas, et donc on ne voit rien à l'image, et on ne fait qu'entendre une action qui est une action acousmantique, si je puis dire, qui est off, donc on ne voit pas, et ça c'est vraiment une des grandes particularités du cinéma de Kieślowski, parce que c'est une technique, c'est une façon d'une écriture qui est vraiment pas habituelle, et qui évidemment pour nous au niveau du son devient des challenges. Donc on a eu Kieślowski nous a décrit, par exemple, si je reviens à la double vie de Véronique, nous a raconté ce qu'il voulait qu'on entende dans la fameuse cassette. Et je peux vous dire que ça a duré plusieurs mois. On a fait un certain nombre de maquettes. Ça a été un cauchemar. Donc chaque fois on écoutait, il disait non, ça va pas. Alors en fait, il y avait des problèmes de durée, il y avait des problèmes parce que raconter une histoire que par des sons, donc faire une espèce de radiophonie dans un film, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. On n'arrive pas toujours. Plus l'ambition d'ailleurs, quand l'ambition est grande. Donc ça, et il faut pas aussi, il faut peut-être parler un petit peu de Jean-Claude Lheureux sur les 3 films du Blanc-Rouge, qui a été aussi l'ingénieur du tournage et qui a travaillé après en post-production sur le son. Donc comme Jacques avait des réunions au niveau des constructions et des structures d'images, c'est-à-dire que il a parlé ce matin d'une 20aine de versions de Bleu, et je crois que Véronique, il y en a encore eu plus que ça. Où chaque fois, donc il y avait, et ce matin, il a été ce que j'ai entendu, c'est que Christophe écoutait beaucoup, mais en fait, ce qu'on a un petit peu pas assez précisé, c'est que en fait, Christophe écoutait beaucoup les réactions à ses propositions. C'est-à-dire qu'au départ, c'était toujours Christophe qui avait initié les choses, et il écoutait les réactions des gens de confiance qui l'entouraient pour s'en renourrir à nouveau. Un bon montage comme un bon mixage, c'est invisible. J'ai une espèce d'impression bizarre, j'ai l'impression que dans Rouge, les sons sont très subtils. Je pense particulièrement à une scène de pluie sur Genève, où j'ai l'impression que le niveau est faible, produit donc une certaine émotion. Je voudrais demander à William quel est pour lui, des 4 films, le son le plus abouti, le plus subtil sur les 4. C'est vrai que dans Blanc, il y a moins de travail sonore, puisque Blanc, c'est un peu plus une parodie, enfin c'est une comédie, c'est un petit peu une façon de parler des Polonais et de la Pologne, enfin bon, c'est un peu... donc c'est vrai qu'au niveau du son, là où le son est peut-être le plus actif, c'est Double vie de Véronique et Rouge, et Bleu aussi, dans l'ordre, disons... mais disons que dans la double vie, c'est là où il y a le plus de choses, en Rouge aussi, évidemment. Que signifie
dans les deux films, ce plan où l'on voit un vieillard. Alors, le premier film, on voit une vieillarde sur une canne qui essaye désespérément de mettre une bouteille dans un récupérateur de bouteilles. Et puis je viens de voir, à ma grande surprise, là, un autre plan où on voit le Polonais qui est dans la rue. Et puis on voit un autre grand vieillard, mais un peu handicapé, qui essaye aussi de mettre une bouteille dans un récupérateur de bouteilles. Je vais d'abord donner une réponse de critique, mais qui est peut-être aussi une réponse de Normand. Personnellement, je suis aussi fasciné par les images que vous avez citées. C'est gratuit ou c'est pas gratuit? J'ai revu, moi aussi, avant de venir ici, j'ai revu les films, et encore ce matin, et tout à l'heure, et il y a quelques minutes, en revoyant ces images, je me suis de nouveau interrogé. On peut leur retrouver toute forme de symboles, mais pour moi, je les vois uniquement. Alors d'abord, peut-être que ça permet d'aborder aussi l'idée, la notion au fond de symbole dans le cinéma de Kieślowski. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... On a reproché d'ailleurs, tout à l'heure on me demandait ce qui avait gêné quelquefois certains rédacteurs des cahiers du cinéma par rapport à Kieślowski, c'est qu'ils avaient aussi le sentiment que c'était un cinéma bourré de symboles, et de symboles quelquefois presque univoques, très lourds, etc. Personnellement, j'ai le sentiment tout à fait contraire, c'est qu'il y a quelquefois des choses qui paraissent très symboliques. On pourrait d'ailleurs y voir éventuellement, puisqu'il y a dans le, je ne sais plus, je crois que c'est dans celui-ci ou dans celui de ce maintenant, c'est dans celui, la bouteille qui pénètre dans le trou, etc., pourrait passer pour éventuellement un symbole sexuel. Moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup. Mais disons qu'il y a des choses qui peuvent paraître très symboliques, puis quand on revoit les films et qu'on voit comment ces différentes images ou ces éléments qui nous semblaient avoir une signification unique, très très forte, jouent d'un film à l'autre, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a 2 ou 3 significations multiples. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, ça me paraît aussi rejoindre ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, c'est au fond aussi une idée de ponctuation. Bon, il y a aussi en même temps le fait qu'à ce moment-là, les deux personnages, en tout cas dans ces deux films-ci, les deux personnages, c'est un moment où ils regardent quelqu'un, ils regardent quelque chose, ils regardent la vie qui se passe. Pardon, vous n'êtes pas d'accord, Jacques ? Non, je voudrais juste répondre parce que j'entends des choses. Je voudrais dire, que Christophe, à maintes reprises en conférence de presse à Cannes, je dirais, je crois à plusieurs reprises, s'est défendu du symbolisme, complètement, en le niant totalement, en disant, moi je place des images, je construis, je mets des émotions aux spectateurs de les interpréter, mais moi, ça n'est pas une volonté de placer des symboles. En ce qui concerne la petite bouteille, vous allez la retrouver dans rouge, je vous signale, elle est là. Donc, ah non, mais vous l'avez vue dans bleu, vous l'avez vue dans blanc, vous allez la retrouver dans rouge. Donc, elle est là tout le temps. Et en ce qui concerne la bouteille de bleu, c'est-à-dire la vieille dame qui met, c'est un moment où le personnage s'isole et profite du soleil, il a les yeux fermés, il est renversé sur son banc, je parle de Julie, elle est complètement en dehors de la vie, en dehors de ce qui se passe. Et c'est ce que raconte ce plan. Ce plan, il raconte quelque chose de très précis. Il raconte qu'elle n'est pas du tout accessible à ce qui l'entoure. Elle est complètement dans son mood, dans son univers, la façon dont elle ressuscite. Elle a les yeux fermés, elle n'ouvre, si vous revoyez le film, elle n'ouvre les yeux qu'en fin de séquence. Non, la seule conclusion que je voudrais, si vous voulez, donner à titre strictement personnel, c'est que de revoir ces films aujourd'hui et ensuite d'avoir ces échanges, y compris d'ailleurs des informations complémentaires qui rectifient quelques impressions qui quelquefois sont des impressions de critiques et pas des impressions de techniciens justement. Et donc c'est extrêmement passionnant de voir à quel point c'est un travail d'une extraordinaire précision et en même temps qui répond avant tout à une sorte d'instinct en même temps. Et c'est ça qui me semble le côté le plus passionnant. Alors, juste un mot, il y a une chose qui n'a pas été signalée. Moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je vois ces 4 films en continuité. Et ça, c'était un désir de Christophe. Moi, je le sais, je l'ai vécu. Il aurait bien aimé qu'on puisse projeter ces films, les 3, l'un derrière l'autre. Et ça, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. C'est la première fois. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que Irène Jacob est parmi nous. Je vais lui demander de me rejoindre sur scène 2 secondes. Bonjour Irène.
sans transition, passer dans une ambiance kieślowskienne, un flashback de pratiquement 10 ans. C'est ça, et bien sûr, avec vous, avec les autres invités, c'est émouvant tout d'un coup de se retrouver, de retrouver un peu, d'entendre dans les coulisses le son de ces films, enfin, et c'est chouette de voir qu'ils sont encore vivants grâce à des manifestations comme aujourd'hui et qui sont encore partagées. Et comme je le disais, moi je reçois encore des lettres tous les jours sur ces films, et c'est agréable de voir qu'il y a des films qui restent comme ça, comme certains livres qui restent aussi, et voilà. Bienvenue, welcome Peter. Peter, vous représentez une équipe de Miramax. Alors, quelle est un peu la raison de votre présence ici, en dehors de cette opportunité de faire des interviews? On préparait pour les États-Unis la sortie de 3 couleurs sur le DVD. Et sur le DVD, on va faire un documentaire, le making of, et on va faire les interviews ce soir et demain avec des collègues de Kieślowski. Donc tout de suite, place au dernier film de Kieślowski, dernier dans le temps, pas aujourd'hui, celui dont il disait « J'ai tiré le maximum de ce que je savais faire. Maintenant, il faut que j'arrête, car j'ai atteint mes limites. » À vous de juger. Je suis revenue parce que j'ai quelque chose à vous demander. Ne faites plus ça. J'ai fait ça toute ma vie. Vous étiez quoi? Flic? Pire. Juge. Je voulais vous demander, on parle de Kieślowski comme d'un directeur d'acteur très proche, très humain, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose qui rejoint peut-être l'idée du marionnettiste dans la double vie, c'est que c'est un manipulateur. Et ça peut être jusqu'au point où on a dit aussi que les acteurs, finalement, pouvaient être assimilés à des accessoires, à des objets dans sa construction, dans sa structure mentale. Donc voilà, si vous avez un avis là-dessus, c'est-à-dire est-ce que c'était un frein, est-ce que c'était quelque chose pour avancer, comment vous vous considérez dans ce schéma-là? Voilà, je vais répondre à cette question qui me paraît très intéressante. Avant, je dis juste un petit mot pour dire que je suis bien contente d'être ici, que je trouve que ce festival vraiment a réuni des gens formidables et que c'est très émouvant de revenir ici. C'est vrai que pour moi, ça a compté beaucoup, comme pour Philippe certainement. D'ailleurs, je m'en protège un peu, tellement ça a compté pour moi. C'est quelque chose dont finalement je ne parle pas facilement. J'ai peur d'être un peu trop, vous voyez. Puis je reviens ici. C'est vrai qu'on est rattrapé un peu par l'émotion, de se revoir, de voir des bouts de ces films. Et puis c'est vrai que c'était des moments formidables. Alors, quant à cette histoire de marionnettiste, c'est assez intéressant puisque Krzysztof Kieślowski a commencé en fait sa carrière comme documentariste et que il y a un moment où il a voulu arrêter de faire du documentaire, c'est quand il a réalisé qu'il allait
filmer l'émotion des gens et que ça leur appartenait. Et justement, il s'est dit, j'ai pas le droit de filmer l'émotion des gens pour de vrai. Il faut que je prenne des acteurs, parce qu'avec des acteurs, je peux aller là où je n'ai pas le droit d'aller avec l'intimité de certains, d'un public normal. Enfin, et dans La double vie de Véronique, il y a un moment où justement Philippe, qui en parlait, a écrit donc une histoire qui ressemble à la vie de Véronique. Et elle le prend très mal, justement, comme si il lui avait pris son intimité et elle le vit très violemment. Donc c'est bien la différence entre le marionnettiste. Est-ce qu'on prend l'intimité d'un personnage fictif et à ce moment-là, tout le monde peut le partager et au contraire, ça ouvre des portes dans la sensibilité de chacun, ou est-ce qu'on vole la sensibilité de quelqu'un dans un documentaire et là, tout le monde se sent volé? Je dois avouer que je crois que par rapport au rôle et au temps final du rôle, je crois que j'ai peut-être dû passer 10 minutes de plus devant la caméra tournante. En revanche, c'est vrai que les répétitions, les mises en place, les mises en état, elles duraient longtemps, mais le temps d'interprétation était quasiment le temps du film. Irenka, tu ne dois pas pleurer même un peu sur un plateau. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis je ne suis pas prête quand je te demande prête. Maintenant, c'est trop tard, je comprends ce qui n'allait pas dans la scène. Après la gorgée de café, il fallait que tu fasses grimace, et puisqu'il est dit, pas terrible le café. Tu l'as très bien fait pendant les répétitions, et pendant les prises, tu l'as oublié. Tu vois, c'est toujours comme ça. Si on manque un pas, le reste n'est plus spontanément juste. Forcément des commentaires. Ah oui, parce que ça, c'est vrai que je sais pas si c'est très compréhensible pour qui ne l'a pas vécu ça, mais c'est vrai que c'était des mots à lui que j'avais dans ton interview. Le coup de la veste, oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que c'était une indication de jeu qui m'avait beaucoup touchée, que finalement, quand quelque chose se passe pas bien, je le voyais qui marchait comme ça et qui prenait petit par petit bout. Alors elle a pris le verre, elle a bu, elle a dit mauvaise café. Elle n'a pas fait de grimace. Voilà, c'était là où il y avait une erreur. Il fallait qu'elle grimace pour dire il est de mauvaise café. Elle a dit de mauvaise café, elle n'a rien fait. Enfin, c'est pas possible. Donc il disait qu'ensuite la suite n'avait pas pu être juste parce qu'on avait manqué ce petit bout-là. Et je me disais, maintenant c'est toujours un conseil que je garde en moi, c'est-à-dire quand j'ai du mal dans une scène, je me dis j'ai dû manquer un tournant, j'ai dû manquer un virage et j'essaye à sa façon de me remémorer chaque petit bout. J'ai serré la main, je l'ai regardé, j'ai dit que je vous regarde. Et puis on se rend compte que de temps en temps il y a des moments qu'on a ratés et du coup rien ne peut continuer. Et puis tout le reste est toujours concret, quoi. Pour moi, c'est le maître du concret. On parle toujours de sa spiritualité, de son intellectualisme. Je me souviens surtout d'un metteur en scène concret. Du mystère, effectivement, mais basé sur le concret. Et il y a peu de metteurs en scène qui m'ont offert cette trajectoire de trouver justement tellement de possibilités d'interprétation à travers une chose totalement concrète. Ça, c'est un mystère qui restera peut-être, j'espère, jamais élucidé. Mais basé sur la générosité, de toute façon, parce qu'il y a un terme qui a été dit depuis ce matin, quoi. C'est quelqu'un qui était tellement généreux qu'on ne pouvait pas ne pas lui donner. C'est aussi ça. Je crois que si on est capable de recevoir, eh bien, effectivement, on donne. Donc on essaye toujours d'avancer dans la direction d'acteur la plus précise possible. Pourtant, moi j'ai relevé une phrase de Juliette Binoche qui est dans le DVD de Bleu, où elle dit quasiment, même si elle donne toute son admiration, elle dit ce n'était pas un directeur d'acteur, en parlant de beaucoup de choses qui ont été trouvées aussi sur place. Et puis, contrairement à ça, on a Jean-Louis Trintignant qui dit je n'ai jamais rencontré une telle précision. Il est interviewé, il le répète 3 fois. Donc, qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est pas les deux à la fois? Eh ben voilà, je crois que c'est les deux à la fois, dans le sens que c'était pas un directeur d'acteur, dans le sens que il venait pas vous expliquer.
il faisait pas de psychologie, il racontait pas la vie du personnage, il racontait pas pourquoi il avait écrit cette histoire, il racontait pas ce qu'il avait envie de raconter avec cette scène. Par contre, il essayait de voir qu'est-ce que vous en aviez compris et comment vous aviez envie de l'exprimer et qu'est-ce qu'il pourrait prendre en fait de cette réalité-là. Et il disait, c'est vrai que par rapport à la double vie de Véronique, mais je crois que ça correspond à beaucoup d'autres choses, c'est un film, c'est vrai, poétique d'une certaine façon, et on faut se méfier de ce mot, lyrique, qui touche des choses qui sont de l'intuition, de la sensation, et pour ça il faut parler concret, il faut que chacun y mette de soi avec des choses concrètes. Par exemple, je me souviens de Véronica va faire son concert, elle a très peur, il m'avait dit trouve un geste qui puisse exprimer cette peur. Alors j'avais dit ben voilà, moi quand j'ai peur, je deviens rouge et j'ai chaud. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Soit je prends un verre d'eau froide et je fais comme ça pour me rafraîchir la joue, soit je me colle la joue contre une vitre ou contre... C'était ce que je faisais à l'époque, hein, je fais pas ça en ce moment. Bon, enfin voilà, il a trouvé l'idée très bonne et puis c'est lui qui l'a introduite à ce moment-là. Avant que Véronica aille au concert, on ne sait pas pourquoi, elle s'habille et tout ça, elle va se mettre la joue contre la vitre et à ce moment-là, ça lui permet de voir la vieille dame en dessous qui porte ses vieux sacs. Enfin, vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, il avait une façon d'intégrer pourtant ce petit mouvement, ça a l'air de rien, n'empêche que ça crée une certaine réalité. On se dit, tiens, c'est un personnage qui fait ça, qu'est-ce qu'il fait? On ne comprend pas exactement ce qu'il fait, mais ça semble réel parce que dans la vie, on ne comprend pas exactement, mais le personnage a l'air de faire quelque chose qui lui convient bien à ce moment-là. Et puis, il avait le don d'arriver à placer ces choses-là au bon moment pour son histoire. Clac, ça lui permet de voir la vieille dame. Arrêtons de vouloir synthétiser une réponse unique à chaque question qui nous vient par rapport à l'œuvre de Christophe. D'ailleurs, il suffit de regarder ce film. Moi, ça fait Le Rouge, ça fait 8 ans que je ne l'avais pas vu. Mais j'y ai vu d'autres choses ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai vieilli, parce que des choses se sont passées dans ma vie. J'ai eu un enfant depuis. C'est aussi con que ça. Mais la résonance, la résonance, c'est vous. La caisse de résonance, c'est chacun face à l'œuvre. Et ne pas avoir peur de paraître pour un imbécile si on n'a pas compris. Vous avez tous compris, mais vous avez tous effectivement compris quelque chose de personnel, d'une résonance qui vous appartient et qui est juste. Même si on vous dit à côté, ben non, ça veut dire ça, ça veut dire ci. Non, non. Et je ne crois pas que Christophe... je me souviens lorsque je voulais faire des choses en tant qu'acteur, il me disait, oui, c'est le metteur en scène que je n'ai pas... face auquel j'ai entendu le plus dire aussi. Je dis, ah oui, je voudrais faire ça. Il me dit, oui, aussi. Et puis, oui, mais tu vois, oui, aussi. Et aux conférences de presse, c'est la même chose. Jacques pourra certainement en témoigner. C'est que lorsqu'il y avait des questions de journalistes toujours forts de vouloir pouvoir mettre des points sur les i partout, il disait, n'est-ce pas, ça veut dire ceci. Il disait, oui, aussi. Et c'est vrai que par rapport à ce concret, moi souvent, justement, moi qui avais un côté... surtout à cet âge-là, un peu évanescent, très comme ça. Il me mettait souvent en garde de mon côté qu'il appelait wymyślona en polonais, qui voulait dire un peu inventé. Il me dit, méfie-toi de ton côté un peu inventé, comme ça. Il me dit, je sais pas quoi tu penses à ce moment-là, mais trouve toujours des choses très concrètes. Et puis, il y a juste un moment où il m'a demandé justement de ne pas penser à quelque chose de concret. J'étais très étonnée, c'est la seule fois dans toute notre collaboration. C'était justement dans cette scène de Rouge que j'ai regardée, là, j'ai assisté aux dernières minutes, où elle parle avec le juge et elle lui dit, mais qui êtes-vous et qu'est-ce qui sera plus tard? Et oui, mais qui êtes-vous? Moi, je pensais que il y avait presque une histoire. Enfin, je pensais qu'elle parlait du juge en disant ça. Elle me dit, mais non, mais pas du tout. À ce moment-là, elle questionne vraiment l'infini, je crois. Qui êtes-vous et qu'est-ce qu'il y aura après? Il me dit vraiment, pense à quelque chose qui soit de l'infini. Qu'est-ce qu'il y aura après? Alors, ça m'avait paru complètement abstrait. J'étais complètement paumée. Je dois dire que j'ai fait cette scène à l'aveuglette sans comprendre ce qui m'arrivait. Et puis voilà, je pense que c'était quand même, comme dirait Philippe, aussi, en dehors du concret, une question qui intéressait Christophe, l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est tout seul? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce qu'on réagit? Il y a un mystère, ouais. Vous, en tant qu'acteur, et le recul que vous avez maintenant, 10 ans après, c'est le
le sens et la philosophie que pouvait mettre Kieślowski dans ses films, ou le sens qu'il cherchait peut-être lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a souvent comme ça ces vieilles personnes même qui portent des sacs, qui vont très très lentement. Je me souviens d'une anecdote qui racontait que quand il était en train de faire étudiant dans une école de cinéma, juste à côté, il y avait une personne âgée qui habitait et il y avait des toilettes qui se trouvaient en bas de l'immeuble. Et en fait, elle passait la journée finalement à descendre tranquillement vers les toilettes, où elle allait aux toilettes, et puis ensuite, il passait les 2 prochaines heures à remonter vers son appartement. Et tout ça prenait beaucoup de temps finalement pour aller aux toilettes. Et eux, ils étaient là à travailler comme des fous sur leur truc. Et je crois que c'est l'idée que c'est vrai qu'il y a des vies à plusieurs vitesses en fait. On est là à se presser, à faire ceci, à faire cela. Et puis d'autres personnes passent la journée finalement à aller tranquillement mettre le verre dans un récupérateur de verre. Ensuite, on regarde ça ou non, en fait. On a différentes attitudes par rapport à ça. On peut soit ne pas le voir, soit juste le regarder, soit peut-être effectivement avoir envie d'aider. Ça, c'est à chacun de nous. Mais je crois qu'il était quand même pour, en fait, celui qui aide. Je dis ça parce que je me souviens je pense que dans les choix qu'ils faisaient, les personnages ont quand même finalement un élan, un bon élan finalement. Enfin, ils cherchaient quand même à raconter quelque chose de bon sur les gens. Même, il aimait bien faire un portrait dur et que finalement le bon émerge tout de même. Hein. Je crois que plutôt que le contraire. Hein. Je crois qu'il s'intéressait quand même à montrer finalement la goutte quand même d'espoir, même dans une mer de difficultés, de tempêtes. C'est un pessimiste positif, je dirais, moi. Longue journée, et pourtant on en veut encore. Voici arrivé peut-être le point d'orgue filmique, cinématographique de la journée, la double vie de Véronique, ou plus exactement ce soir, The Double Life of Véronique. Si c'était en polonais, on m'a soufflé. Podwójne życie Weroniki. Alors c'est un film qui est... Voici donc la double vie de Véronique, ou la destinée traitée par le maître cinéaste Krzysztof Kieślowski. Projection, s'il vous plaît. To jest gwiazdka, na którą czekaliśmy, żeby zacząć Wigilię. Widzisz? A tam, niżej, jest taka mgła. Popatrz. To nie jest mgła. To są miliony małych gwiazdek. Pokaż. Première feuille, c'est le printemps. Et sur tous les arbres, il va y avoir des feuilles. Regarde. Ici, sur le côté plus clair, il y a comme des petites veines et un duvet très fin. J'ai eu la chance de voir tout le décalogue avant notre première rencontre. Notamment, le premier que j'ai vu, c'était Brève histoire d'amour, en polonais à la télévision polonaise. Parce que je tournais un film en Pologne, et un des techniciens du film que je tournais, qui était un film français, mais il y avait une équipe polonaise, était un fan de Kieślowski. Il m'avait dit, ce soir, il y a un film qui passe à la télévision, tu dois regarder. Je dis, mais attends, je ne parle pas un mot de polonais, comment je vais faire? Il me dit, ça fait rien, tu vas voir, tu ne peux pas ne pas comprendre. Bon, donc je rentre chez moi, enfin je rentre à l'hôtel et je mets la télévision. Et donc je passe la soirée avec Brève histoire d'amour. Et là, effectivement, j'avais, je crois, avoir tout compris parce que encore une fois,
je crois que le langage de Christophe, et c'est peut-être en ça qu'il est devenu mondialement connu et mondialement reconnu, c'est que ces histoires s'adressent à l'âme plutôt qu'à l'intellect. L'intellect vient après. Et c'est peut-être la grande difficulté que nous avons en France, c'est que nous voulons d'abord comprendre avant de ressentir. Ou en tout cas, dès que nous ressentons, il faut absolument qu'on mette des mots et une opinion sur ce que nous pensons. Or, dans la vie, nous sommes en permanence des êtres de réception sensorielle, émotive, émotionnelle. Donc, et tout ça, nous réfléchissons après, hélas. Parfois, mais je trouve que bien souvent, en tout cas par rapport au cinéma de Christophe, il faut d'abord y aller. Ben voilà, pourquoi tiens, je suis ému. Et ne pas se dire tiens, mais pourquoi ça, et refuser l'émotion. Non, cette émotion, elle est impalpable, elle est indicible, et parfois c'est le lendemain, le surlendemain, des années après qu'on comprend pourquoi. Et le fait qu'ils répondent toujours aux interviews et aux conférences de presse de la manière pleine d'humour qui le caractérisait. Moi, m'a incité à dire, en tout cas, c'est vrai, j'ai lu La double vie de Véronique. Déjà, j'étais tout excité simplement du fait de sortir de ce bureau avec le scénario sous le bras et avec 3-4 amis proches avec qui nous avions dévoré le décalogue épisode après épisode, parce qu'en France, ils sont sortis 2 par 2. Et donc j'étais déjà un fan, voilà. J'étais déjà un grand fan, donc simplement le fait d'être appelé simplement à un rendez-vous pour le rencontrer, moi déjà je m'étais dit de toute façon je suis pas un acteur pour lui, il n'y a pas de raison que, et c'est même ce que je lui ai dit d'ailleurs. J'ai dit je suis désolé, j'ai vu tout au film, je vois vraiment pas pourquoi je vais pouvoir vous aider, parce que je suis pas, je crois pas être de cette famille-là, je sais pas, mais en tout cas je suis touché. Et donc je suis rentré chez moi, j'ai fermé radio, téléphone, tout, quoi, et puis j'ai plongé là-dedans. Et plus j'avançais, plus je me disais mais où est-ce qu'on va, de quoi on nous parle, et en même temps je ne pouvais pas ne pas être fasciné par l'univers dans lequel il essayait de nous entraîner. Pour moi, le scénario est essentiel. C'est une base indispensable. Après, on peut changer beaucoup de choses, mettre fin au début, supprimer des plans, mais tout ce qui se trouvait entre les lignes, tout ce qui était pensée, idée, reste. Ce sont les tonalités qui varient. Pour la double vie de Véronique, j'ai même envisagé de monter 17 versions différentes parce que le film sortait dans 17 salles à Paris. Il y aurait eu des numéros pour chaque version. C'était un projet très sérieux, mais je n'ai pas eu le temps de le mener à bien. J'avais tourné tout ce qu'il fallait pour avoir les 17 versions. Par exemple, j'avais 7 fins différentes. Je pense que certains spectateurs auraient pu s'amuser autant que moi. Et je voudrais dire encore une petite chose. Pour mes amis, Jean-Claude, William et mon ami Piotr Jaxa, photographe. J'étais très fatigué. Très fatigué. Et je suis avec vous. Je suis toujours avec vous. Alors Piotr, ce sujet, le mystère, vous me disiez, finalement Kieślowski refuse les étiquettes. Oui, il refuse des étiquettes, il refuse des choses qui sont, c'est pas normal. Mais il cherche les moments comme celle-ci là, comme nous sommes ensemble avec vous. Nous sommes pour vous, vous êtes pour nous. Et c'est pas sans télévision, sans rien. Nous avons passé toute la journée ensemble
parler de lui, parler de l'importance de s'exprimer, de l'importance écouter, voir et comprendre. Oui, voilà, ça c'est pour moi cette dérive d'étiquette. Nous avons trouvé, nous ensemble, vous et nous, quelque chose qui reste. Et ça, je voudrais remercier à vous, à lui, à tout le monde, parce que c'est magique, c'est magique. Et nous qui sommes habitués de travailler pour magie, nous sommes surpris, parce que vous avez fait quelque chose qui est très très difficile, faire quelque chose simple. Et simple, ça veut dire très proche de Christophe. Et merci. Et je voudrais rappeler la formule que vous employez très justement dans un texte, rapidement. L'étrange dans le cinéma de Kieślowski, c'est qu'il produit une interrogation chez les personnages, mais fonctionne au contraire pour les spectateurs comme un excitant. On retrouve pratiquement exactement l'impression de Philippe Voltaire. Vous n'y étiez pas consulté, je suppose? Pas du tout, non. Oui, de toute façon, justement, j'ai été très intéressé par ce que disait Philippe Voltaire tout à l'heure. Moi, ce qui me passionne, je dirais, en tant que, vous avez dit historien, mais aussi critique, c'est que l'une des tendances de la critique, c'est évidemment toujours de chercher à expliquer. Et que devant, alors particulièrement La double vie de Véronique, peut-être parmi tous les films de Kieślowski, mais en revoyant les films ces jours-ci et ici aujourd'hui, j'ai été effectivement frappé par le fait que toutes les explications que j'ai pu moi-même me donner à chaque vision des films retombent, s'effondrent à chaque fois, parce qu'il y a d'abord une espèce de fascination, d'émotion, qui ensuite, effectivement, met en marche l'intellect malgré tout, parce qu'on a du mal à se... D'abord, on ne doit pas s'en débarrasser, je ne vois pas pourquoi on s'en débarrasserait, puisqu'on en a un, mais en même temps, ça met en marche cet intellect à chaque fois avec une sorte de nouvelle charge électrique qui nous renvoie vers de nouvelles choses. Et je crois que c'est ça qui me... Et je veux dire, par exemple, si vous me demandiez ce que signifie comme ça, très globalement, La double vie de Véronique, je vous dis, je n'en sais rien du tout. Et je suis en plus très content de ne rien en savoir, parce que ça me permettra de revoir régulièrement le film et d'y retrouver à chaque fois le même étonnement. Je crois que ce que je déteste, les films que je n'aime pas, c'est au fond ceux que je comprends très bien. S'il n'y a pas un petit mystère, parce que vous parlez du mystère Kieślowski, je crois que le cinéma, et toute forme d'art d'ailleurs en général, n'a absolument aucun intérêt. C'est vraiment ça aujourd'hui qu'on a beaucoup retenu, c'est cette idée de simplicité, de réalité. Et puis le décalogue, c'est vraiment ça, c'est vraiment la simplicité, c'est très peu d'artifice, c'est la justesse. Et cette justesse avec peut-être plus de magie, peut-être plus d'intuition, comme cette phrase que je connais bien de Christophe qui a été dite et qui est très belle. Cette idée de pressentiment, donc avec peut-être plus de mystère et de magie, avec cette couleur ocre, cet or un peu qui tombe du ciel, c'est... Bon, ça c'est plus La double vie de Véronique. C'est vrai qu'on va peut-être vers quelque chose d'encore plus coloré, d'un petit peu moins austère peut-être que le décalogue. On en parlait tout à l'heure avec Claudia de l'Institut polonais, qui connaît bien la Pologne, puisqu'elle est polonaise. Et c'est vrai qu'on disait que le décalogue est peut-être une période un petit peu plus austère, ne serait-ce que même dans le style. Et là, avec La double vie, peut-être qu'on s'ouvre un peu et qu'on annonce aussi les couleurs peut-être plus lumineuses et plus libérées, peut-être. Ce qui m'a plu par rapport à ce qui se passe avec Kieślowski déjà sur 2 générations maintenant, ou ce qui peut se passer sur Iran Jacob aussi. Tout ça, ça avance. Enfin, Kieślowski est un peu inclassable. C'est pas un cinéaste complètement reconnu, box-office. C'est pas non plus quelqu'un qui est dans un ghetto. C'est quelque chose d'autre. Donc c'est un cas. C'est un cas. Très bien. Et non, mais je dis ça parce que en plus, maintenant tous les jours, j'observe ce qui se passe sur Internet avec les 2-3 sites qui concernent Kieślowski. Et bon, alors rappelez-nous, comme ça on saura le site. Il y a pete.com notamment. P-E-T-E-Y. Alors donc www.petey.com. C'est une bonne base. Si vous la ratez, vous pouvez toujours aller sur ianjacob.net. Ou sur inart.ch aussi qui fait le relais, et puis il y a plusieurs Jatsa, donc il y a jatsa.com, et comme en général on donne les liens sur les autres, bon, ça permet il montre des choses simples et concrètes, à la fois banales et communes,
Et tout d'un coup, il suffit d'une lumière, d'un angle, d'un regard, d'un silence, et on se rend compte que sous cet aspect totalement commun ou banal se cache fourmille, palpite, tout cet indicible qu'avait évoqué Philippe Voltaire tout à l'heure. On revient toujours à la même chose, mais c'est la métaphysique du hasard, la métaphysique c'est une métaphysique qui n'est pas si... comment dire, inaccessible. Au contraire, c'est une magie, on parlait de magie aussi, qui est très proche, beaucoup plus proche de nous qu'on ne croit. Et finalement, pendant 1h30, on part dans un film, on y est très bien accueilli, parce que moi je reste vraiment accroché à cette idée-là, que on se sent comme à la maison. D'ailleurs, Sandrine Dumas le dit à un moment donné, son personnage, fais comme chez toi. Et ça aussi, je me suis dit, tiens, mais voilà, c'est ça. Il y a des petites phrases comme ça, de film en film, qui explique tout sans forfanterie ou c'est tout simple et on y est, voilà, comme ça, dans une espèce d'histoire, de narration qui part toute seule et qui nous prend par la main. Enfin, c'est vraiment l'étrangeté, on y est, mais elle n'est pas si pas si inquiétante que ça finalement. Voilà. C'est tout le contraire de Freud, c'est tout le contraire de tout ce siècle dont on essaie de sortir et qui a voulu tout analyser. Moi, j'ai rien contre la psychanalyse spécialement, ni tout ce qui commence par psy. Au contraire, ça a fait il a fallu quand même peut-être passer par là, mais là non. C'est un autre chemin. C'est autre chose. On va directement, on va puiser directement dans l'âme sans passer forcément par l'intellect. On va à la source, on cherche un peu cette boussole interne dont il parlait aussi. Ça, pas besoin de mots pour la boussole. C'est une boussole, point, barre. C'est une direction, c'est un geste. Disons que dans métaphysique, il y a physique et il y a méta, c'est-à-dire qu'il y a le physique et ce qui est au-delà. Et je crois que Stanislas Kieślowski, c'est toujours quelque chose qui joue entre les deux. Et donc qui sans cesse effleure. On a dit aussi, moi j'y ai insisté aussi, mais il faut peut-être aussi ne pas donner trop l'idée que puisque Kieślowski ne veut pas donner un sens défini et que effectivement les films fonctionnent de façon à ce qu'on ne puisse pas en tirer un sens unique, il ne faut pas non plus partir trop dans l'idée que ça n'a aucun sens. En fait, chaque film effleure tout un ensemble de significations. Et là, je serais aussi un petit peu en contradiction avec Kieślowski, parce que j'ai un petit peu tendance aussi à ne jamais croire ce que disent les cinéastes. C'est-à-dire que je le crois quand même un petit peu, non pas moraliste, mais ayant un regard moral. Donc c'est un petit peu, effectivement, son écriture, comme avec Jacques, l'écriture de l'image, en découle l'écriture du sonore. Ce qui, ça, effectivement, est réellement exceptionnel. On rencontre, je ne connais pas, il n'y a que Kieślowski qui allait jusque-là dans son écriture. La plupart des metteurs en scène s'arrêtent avant. Ça s'arrête à la précision. Précision. Mais en général, le désir du metteur en scène s'arrête à les rapports de la musique et des dialogues ou de l'action, enfin bon, mais ça ne va jamais plus loin. Alors que Christophe, réellement, va dans l'indice sonore, donc cherche à donner du sens à des sons qui sont apparemment anodins, comme on parle de la benne à ordures. Et en fait, qu'est-ce qu'un son qui a anodin, qui a un sens? C'est un son qui est légèrement différent de ce qu'est serait la réalité du son. Donc le but recherché était de donner au son un petit particularisme, pas trop visible pour pas faire trop rock'n'roll, enfin rock'n'roll dans le sens d'une déformation primitive et vulgaire, et pour qu'on sente qu'il y a un léger décalage qui donne effectivement, vous avez raison, un indice au spectateur en se disant, même si ça ne va pas jusqu'à son conscient, en se disant tiens, ça attire l'intense. C'est la première fois que je l'ai remarqué aujourd'hui. Oui, non, mais ça c'est unique, je dirais, au monde. Je pourrais juste rajouter un mot sur le mystère. Oui. Enfin, moi, ce que je pense, la seule chose que je pourrais dire sur le mystère Kieślowski, et curieusement, il s'est opéré encore aujourd'hui pendant toute la journée, c'est que moi, quand je pense à Christophe, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit toujours, c'est écoute et regard. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il est arrivé à se faire écouter pendant 8 heures de projection, à se laisser regarder. Et je veux dire, j'ai rarement été écouté avec une acuité
aiguë comme ça par un metteur en scène. Et je m'aperçois que tous les gens qui sont là ce soir ont été écoutés, puisque d'abord ils avaient la liberté de pouvoir s'exprimer, mais que non seulement ils étaient écoutés, qu'il en prenait, il en faisait toujours son magasin, son shopping, et puis il restituait les choses. Enfin, et je m'aperçois ce soir, pendant toute la journée, j'ai vu une salle pleine, être à l'écoute. Je n'ai pas entendu une mouche voler. Et puis des gens qui ont eu en plus une chance extraordinaire, c'est de voir cette trilogie comme finalement il faudrait la voir. C'est-à-dire, c'est un triptyque et c'est difficile de voir le crépuscule des dieux si on n'a pas vu l'or du Rhin, quoi. Ça me semble évident. Et c'est vrai qu'avoir aujourd'hui rouge, après bleu et blanc, c'est pas rouge tout seul, quoi. Et bon, voilà. Et quand je m'aperçois au plus qu'entre nous, on s'écoute, personne n'a essayé d'interrompre l'autre. Mais c'est très curieux parce que sur les plateaux, c'était aussi comme ça. Je crois qu'en salle de montage, ça devait être aussi comme ça. En salle de mixage et tout, c'est quand même l'être qui a laissé le plus ses collaborateurs s'exprimer. Parce qu'ils s'enrichissaient de ses collaborateurs. Et de la même façon que moi, en tout cas, je peux dire qu'après ce tournage, j'étais plus riche qu'avant, quoi. Mais je ne suis pas riche de moi-même, je suis riche de ce qu'on me donne. Et voilà. Et donc, je m'aperçois que tous ces gens-là, c'est des gens riches, parce que d'abord, ils sont ici, 10 ans plus tard, on est tous là, on avait tous envie d'être là. Voilà, c'est rare. Et donc, je crois que c'est uniquement grâce à lui, quoi. Il savait aussi reconnaître les gens qui étaient aussi capables, eux, d'écouter. Oui. Puisqu'on parle d'écoute, écoutons. J'essaie d'être le plus près possible du héros. Plus je suis près de lui, plus je découvre le mystère, les fantasmes, l'imaginaire, une métaphysique. Tout cela est à l'intérieur de nous-mêmes. Il me semble que tous mes films parlent de cette nécessité de s'ouvrir, de communiquer à un autre niveau que celui des échanges sur la qualité du vin, sur la dernière voiture, le meilleur placement à la banque. Je crois profondément que notre façon de vivre et d'agir exerce une influence sur ceux qui nous entourent, que nous les connaissions ou non. Je voulais garder pour la fin le mystère le plus troublant chez Kieślowski. Je veux parler de sa décision d'arrêter de faire des films, de clore son œuvre, et quelques mois après cette décision surprenante de nous quitter d'un arrêt cardiaque. Qui peut parler de cette décision? Non, moi je vais être très très bref parce que c'est une chose douloureuse. C'est une décision qui, à mon avis, était quand même, c'est vraiment un avis personnel, mais prémonitoire quand même. Je veux dire, et la prémonition existe dans la double vie de Véronique. Moi, quand je vois les électrocardiogrammes, quand je vois tout ça, il y a quelque chose qui se rapporte directement. Et je pense que si nous le savons aussi, c'est pas une indiscrétion de dire que quand il a commencé les trois couleurs, c'était déjà une santé fragile. Nous le savons. En plus, juste, je voudrais être très bref, mais je voudrais simplement raconter quelque chose. C'est quand nous tournions la double vie de Véronique, en plein hiver, 90-91, à Clermont-Ferrand, il y avait de la neige, on tournait en extérieur, dehors, dans la rue. Les horaires de tournage en hiver, c'était forcément quand il fait jour, donc c'était 9h, 6h. C'est des journées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tournage très chargées, parce que c'était un film à petit budget par rapport aux trois couleurs. Les trois couleurs étaient plus confortables au point de vue tournage. Mais la double vie de Véronique était quand même très très serrée. Donc c'était des journées dures, solides. Philippe en est témoin, je veux dire. Et Christophe assurait ces journées dures de tournage, rentrait à l'hôtel le soir de 19h à 20h.
il y avait des projections des roches, c'est-à-dire du tournage de la journée précédente. À l'hôtel, on avait installé une projection dans la salle de montage, donc on projetait les roches. Ensuite, nous allions dîner de 20h à 21h. Ensuite, il passait 1 heure avec moi dans la salle de montage, tous les soirs, pour préparer mon travail du lendemain, qu'on parle des choses, qu'on parle de la couleur des séquences, de l'humeur, de la tonalité, et des choix, du jeu des comédiens, de plein de choses. Donc, nous voilà rendus à 10h le soir. Et ensuite, il montait répéter dans sa chambre avec les comédiens. C'est-à-dire que de 22h jusqu'à 23h ou même 24h, il répétait avec les comédiens. Et à minuit, moi je me souviens vraiment très très fort, on entendait la machine à écrire se mettre en route. C'est-à-dire qu'il écrivait les 3 couleurs. Donc c'est aussi le mystère. Là, ça devient moins mystérieux. Je veux dire, cette somme de travail, cette passion, je veux dire, là, vraiment usée prématurément. Pour terminer, très brièvement, je voudrais que nous nous rappelions le prologue de La Double Vie, avec ces images prégnantes au début du film. Même si c'était sous-titre en anglais, je pense que vous avez tous bien compris. Véronica enfant. La maman de Véronica dit « Ce n'est pas le brouillard, ce sont les étoiles, des milliers d'étoiles. » La maman de Véronique dit ensuite, comme écho, « C'est le printemps. » Et oui, c'est le printemps aujourd'hui, depuis 2 jours, et l'anniversaire de Philippe aussi, c'est peut-être pas un hasard. Nous aimerions tant que Christophe puisse voir de là-haut depuis son étoile la passion, la fabuleuse chaîne d'union qu'il a provoquée en nous léguant ses films, et ce n'est sans doute pas un hasard si nous nous sommes retrouvés tous là aujourd'hui. Christophe aurait sûrement refusé de répondre à la question sur le hasard. Nous aurait peut-être-il dit ce qui compte, c'est d'être ensemble, d'avoir partagé ces moments, d'avoir montré que le cinéma pouvait être autre chose qu'un vecteur de violence, mais aussi un puissant incitateur à la réflexion. Métaphysique ou pas, on s'en fout finalement. En tout cas, je suis presque sûr qu'il aurait dit « Dziękuję bardzo, dobranoc », merci beaucoup et bonne nuit, ne partez pas sans trinquer avec nous. La vodka polonaise, c'est Christophe qui disait, sans doute en plaisantant, une fois de plus, le cinéma polonais est bien meilleur que les voitures polonaises, que la viande, que le lait et même la vodka. Alors vérifions cela tout de suite, s'il vous plaît, dans le hall, juste en haut.